c'est la Reine des Neiges, mais joué par Schwarzenegger, quoi, tu vois, limite. Ouais, ouais, Donc, tout à fait, ouais, c'est bien vu ça. ouais. Let's play ball. Salut les amis, il est l'heure magique et vous êtes en retard. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une boule à facettes, d'un swinging movie, Ah, c'est ça. Batman and Robin de Joel Schumacher. « 1997. Alors, on va se détendre, on va rigoler, on va parler de ce film que Guillaume et moi aimons particulièrement. On a finalement beaucoup de tendresse pour ce film. Alors, mon Guillaume, en une phrase, Batman and Robin, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est comme un manège de fête foraine qui fait tout pour ne pas tourner. Pour ma part, Batman and Robin, c'est La cage aux folles par Joel Schumacher. Alors, Batman and Robin, c'est le 4e volet de la franchise Batman, inauguré par Tim Burton en 1989. 25 ans après, mon Guillaume, toi, comment tu l'as reçu ce film à sa sortie, ou en tout cas la première fois que tu l'as vu, et comment tu le vois aujourd'hui? Ah, moi, à sa sortie, j'étais flard, hein. J'étais bien. J'étais, Ah ouais, d'accord. ah, bah oui, j'avais 10 piges. Donc, quand tu vois Batman et Robin Ah à 10 oui. piges, bon, tu Ouais. doutes bon, évidemment, tu te doutes bien qu'il y a deux, trois trucs qui ne vont pas, mais tu vis le meilleur moment de ta vie. Tu vois, tu regardes les produits dérivés, tu vas au McDo après avec ta daronne, t'avais le menu kids avec le jouet à l'intérieur, etc. et tout. Ouais. En tant que pur produit du soft power de ces années-là, j'ai été content, quoi. J'étais heureux. D'accord. Après, bon, évidemment, après, tu grandis. Ouais. Après, ton braquet, il change un petit peu, tu vois, parce que grosso Ouais. modo, tu as toujours cette tendance, tu sais, à être très binaire au sens où, d'un côté, tu surélèves absolument tout ce qui est cher pour toi dans ton enfance, et d'un autre côté, tu rejettes aussi des trucs qui t'avaient marqué quand ils étaient gamins, parce que tu traversais notre mood. Et en plus, je pense que tu es aussi poreux à l'évolution de l'époque. C'est-à-dire que les années 2000, c'est plus, tu sais, t'entres dans la période de The Dark Knight, Christopher Nolan, donc et c'est qui est l'absolue antithèse de Batman et Robin en termes de Totalement. visuel, en Ouais. termes d'approche. Ouais. D'approche naturaliste, réaliste, qui se veut le plus terre à terre possible, qui se veut le plus euh, proche du quotidien, d'une représentation du quotidien qui est celle de Christopher Nolan, est absolument aux antipodes de celle de Joel Schumacher. Et finalement, aujourd'hui, tu te rends compte que bah, c'est parce que c'est beau. Finalement, c'est parce que c'est mauvais que c'est pas si mal que ça, quoi. Alors moi, pareil, comme toi, je l'ai vu en salle. J'étais un peu plus âgé, j'avais 20 ans à l'époque. Ouais. Et franchement, je t'avoue que j'ai détesté. J'ai détesté ce film. Je me suis dit, mais putain, rendez l'argent. Rendez-moi mon Oh, argent. bah, C'est quoi vraiment. cette arnaque? Tu vois. Ouais. Parce que j'avais plutôt bien aimé Batman Forever, Ouais. qui était sorti 2 ans avant. J'ai plutôt bien aimé. Moi, j'aime bien ce film. Je trouve qu'il se voit bien. Il a plutôt bien vieilli. Ouais. C'est vraiment un Batman full divertissement avec les cabotinages réjouissants de Tommy Lee Jones et Jim Carrey. Je trouve Val Kilmer extrêmement convaincant dans la peau de Batman. Moi, j'aime beaucoup ce film. Je le possède. Et je me m'attendais avec Batman et Robin à un truc de cet acabit, tu vois, un truc fun. Mmh. Euh, mais pas non plus full disco, tu vois. Et quand j'ai vu ce truc, c'est la cage aux folles, tu vois. Turns to snow in my clutch. Come on, sing. Too much. Louder, come on, sing, sing, sing. Come on. Yes, come on, louder. Hyperbolique. Hyperbolique, Dans le mot. c'est ça. Et il y a 4 5 ans, j'ai vu le Batman de 1966 avec Adam Ouais, West, ouais. le film avec la bombe anti-requin, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est Batman et Robin, quoi. Tu Ah vois. oui, mais complètement. Ouais. Et j'ai compris ce que voulait faire Joel Schumacher. Il voulait Mhm. faire, il le dit lui-même, il voulait faire un hommage au Swinging 60s. Mais on était en 97, mon ami. Et moi, j'avais encore le traumatisme de Batman Returns, tu vois. Et on était avant le retour de hype des Swinging Mhm. 60s, on était avant la vague vintage. Et Mhm. je pense que c'est pour ça que ce film ne m'a pas parlé.
et surtout n'a pas parlé au public. Donc, je pense que c'est un film qui est sorti un peu trop en avance. Et aujourd'hui, je l'aime, j'adore ce film, quoi. Mais tu vois, on en revient à cette problématique-là, finalement, c'est que, comme tu le dis, en fait, c'est à la fois un film qui concentre absolument tout ce que l'époque essayait de faire en termes de culture pop et de films de super-héros, et essayer de mal faire surtout, mais pour autant, il était complètement hors du temps, quoi. Il était complètement pas à sa place. C'est vraiment un paradoxe qui est très, très marquant avec ce film. Moi, je le prends en fait comme un truc, mine de rien, tu sais, Batman et Robin, il arrive 2 ans avant Matrix. Oui, tout à fait. C'est pas innocent quand même, parce que quand je vois Batman et Robin, en fait, je vois une culture pop qui se cherche, c'est-à-dire qui cherche l'essence syncrétique qu'elle n'arrive pas encore à extérioriser. C'est différents médiums qui sont le cinéma, qui sont le jeu vidéo, qui sont la bande dessinée, qui se frottent, qui se entremêlent, qui s'entrelacent, qui essaient de produire des formes nouvelles, etc. Et tout. C'est ce qui a commencé à se passer à la fin du XXe siècle avec les Matrix et compagnie, etc. Et quand tu regardes Batman et Robin, en fait, c'est une culture, t'as l'impression de regarder une culture qui se cherche au mauvais endroit, qui se cherche mal. C'est plus un symptôme finalement qu'un mal, ce film. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes bien la mise en scène de Joel Schumacher, elle fait tout pour se figer. Tu as l'impression que la traduction pour Schumacher et le mec d'une bande dessinée à l'écran, c'est le cadre fixe, quoi, en fait. C'est le cadre fixe. Ouais, avec c'est ce plan débulé. Ouais, le plan débulé, et t'as l'impression que quand ça bouge, tu le vois, des fois, les acteurs, ils savent pas trop quoi faire. Ouais. Il y a des problèmes de cohérence de cohérence scénique, même dans le son. Des fois, tu as un personnage qui s'éloigne, qui est censé entendre ce que l'autre dit, etc. Et tout. Il y a des gros problèmes comme ça. C'est le chaos un peu. Oui, hein. c'est ça. Vraiment, mais en fait, le film est comme Mr. Freeze. Hein. Freeze, qui essaie de figer, qui essaie de tout figer dans la glace, Schumacher essaie constamment de figer le mouvement, en fait. Alors, c'est marrant, ce que toi, tu le compares au Batman de Nolan. Moi, je le lis au Batman de Tim Burton. Parce que Batman et Robin, c'est un film de Joel Schumacher, à 100%, mon avis. C'est le film qu'il a voulu faire, tu vois. Et pour moi, c'est la réponse dialectique à Batman Returns, qui est aussi un film 100% Tim Burton. Mais sauf que là, Batman et Robin, la vision de Joel Schumacher était compatible avec le cahier des charges de la Warner. Donc, c'est kids-friendly, toys-friendly, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est un film qui appartient à 100% à Joel Schumacher. Et c'est ce qui me le rend attachant, parce que ce n'est pas un produit de commande. Non, c'est vrai. C'est le film d'un metteur en scène. Et c'est la vision d'un metteur en scène, malgré tout. Et c'est ça, mais en plus, par contre, Schumacher a dit des années plus tard qu'il avait souffert, en fait, pendant le tournage. Oui. Et il avait souffert pendant la promotion du film parce qu'il se sentait dans la peau d'un marchand de jouets, en fait. Et là, il avait compris que là n'était pas sa place. Mais comme tu dis, je pense que pour autant, le film lui appartient à 100%. Quoi. Et je crois qu'il n'avait pas d'autre choix que d'être dans l'excès de lui-même permanent. C'est vrai. Parce que tout le film est dans l'excès de lui-même permanent. Tout, même les dialogues, putain, le film n'est écrit qu'en one-liner. T'as reçu une invitation? Il y avait de la lumière, c'est rentré. Et maintenant, on appelle un taxi? Te prends pas les pieds dans le tapis. Ça va surfer. Reste cool, Robin des Bois. Un peu comme le Batman des années 60, tu vois. Oui. Et c'est vrai que... alors, tu parlais des marchands de jouets, effectivement. C'est un film où les sponsors, Mattel et compagnie, avaient été partie prenante des designs. Tu vois, c'est les mecs qui disaient « Attends, mais la Batmobile, tu ne peux pas la faire comme ça parce qu'au niveau de la chaîne de production, on n'a pas les moules pour faire les pièces. Donc, on va... » Tu vois, le truc, c'est... Mais c'était la tendance de l'époque. C'était, comme tu le dis, on était en 97. Alors, ce qui est rigolo, c'est... Je veux parler de La Cage aux Folles. Pourquoi je parle de La Cage aux Folles? C'est que George Clooney, que je trouve assez fadasse quand même dans le rôle. Il n'est pas à sa place, le mec. Il sait pas. Et en fait, je ne trouve pas fondamentalement mauvais, en fait, mais tu sens qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Ouais, il est arrivé. Il y a eu un problème avec Val Kilmer, donc ils ont pris George Clooney, qui était la star Warner de l'époque. D'ailleurs, il tournait Urgence en même temps. Et tu as l'impression qu'avec Robin, c'est un petit couple, tu vois, c'est un petit couple qui se dispute. C'est qu'on des conversations de gamins. Hein. Il fallait qu'on se fasse confiance mutuellement, c'est le b.a.-ba quand on est équipier. Je dirais même que c'est en s'en remettant aux autres qu'on peut gagner. Tu n'étais pas concentré, tu pensais uniquement à Poison Ivy.
C'est surtout que tu ne supportes pas qu'elle m'ait préféré à toi. C'est comme ça que tu vois l'amitié, pas vrai, Bruce? Tu es chez toi, tu donnes les ordres, on marche pas ou on s'en va. C'est Batman et Robin, pas Robin et Batman. Il y en a marre, t'entends? Et c'est clairement ça, va. Mais en plus, même dans cette, tu vois, la logique de bromance, tu sais, avec Oui, ouais. qui a été dans tous les westerns, qui était dans tous les buddy movies des années 80. Même là, tu as l'impression que c'est poussé à un paroxysme, tu vois, qui ne peut pas aller au-delà sans exploser, en fait. Tu as l'impression que Batman et Robin, tu vois, c'est le point de rupture avant l'explosion. Si tu dis que tu vois ce film, tu dis, putain, les gars, si vous tendez l'élastique un peu plus, il y a tout qui pète. C'est over the top, quoi. Tu vois, Carrément, c'est ouais. vraiment. Il n'y a pas de cohérence. Non. Je veux dire, le plan de Schwarzy, enfin le plan de Mr. Freeze, on ne comprend pas trop. Tu vois, alors au début, il va au musée d'histoire naturelle pour récupérer un diamant. Bon, là, tu comprends. Ouais, Après, il prend une fusée pour décoller. Il redescend. On ne comprend pas trop pourquoi il prend une fusée. Enfin, tu vois, on ne comprend pas. clair. Le découpage est chaotique. Tu as Batman et Robin qui sont, comme par hasard, ils ont des patins à glace. Mais pourquoi? Tu vois? Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la joyeuseté de l'ensemble. Alors moi, j'adore Bane, le gros Bane. Oh putain. Tu sais, il est stupide. Il m'a évoqué Kubiak de Parker Lewis, tu vois, la série Parker Lewis. Oui, non, c'est C'est ça. pareil, c'est Bane. Mais en fait, c'est ça. À un moment donné, il est habillé en Humphrey Bogart, tu sais, il a un trench coat et un chapeau, tu vois. Tu sais, comme si c'était Poison Ivy qui l'avait habillé, tu vois. Elle a habillé son Toy Boy, tu sais, c'est le Toy Boy de Poison Ivy, tu vois. Elle appuie sur le bouton pour l'activer. Il est vraiment, alors on est au milieu de la version de Tom Hardy. Ah ouais, Nolan, clairement. tu vois. Et ce qui est ouf avec ce film, c'est que il était pété de pognon. Je veux dire, à l'époque, il avait un budget qui était patates. Hein, et puis colossal pour l'époque. Ouais, et puis je pense qu'on peut même, je pense qu'avec les dépassements, etc. et tout, tu devais déjà en être à 200 millions. De toute façon, à l'époque, était au blockbuster qui dépassait leur budget de ouf. Tu avais eu Waterworld aussi, Waterworld un petit peu avant, qui avait explosé tous les compteurs aussi à ce niveau-là. Mais ce qui est génial, putain, c'est un film qui fait tout pour ne pas avoir l'air de faire du cinéma. C'est un film à 200 millions de patates, donc aujourd'hui, avec l'inflation, tu multiplies par 2, qui fait tout pour ressembler à un épisode du Club de Dorothée. C'est vrai. Un plateau du Club de Dorothée, mais vraiment, il fait tout pour ne pas avoir l'air d'un film de studio, quoi. C'en est fascinant. Hein. C'en est fascinant, et c'en est touchant. C'en est touchant au final, à vérifier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, à vérifier, mais j'ai l'impression que notre ami Schwarzy dans le film a tourné ses scènes tout seul. C'est possible. Ah, c'est possible, je vois ce que tu veux dire. À aucun moment, il partage un plan avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. C'est du chant contre chant systématique. Les seuls acteurs avec qui on le voit, ce sont ses amis Jess Ventura et Ralph Moller, qui jouent les deux vigiles de l'asile. Là, il est avec eux. Il partage pas le cadre avec Uma Thurman une fois ou deux? À vérifier. Hein. Mais en tout cas, l'essentiel de ces scènes, j'ai l'impression qu'il est tout seul. Mais après, je trouve que c'est presque cohérent avec le film parce que Mr. Freeze, en fait, c'est un type qui est littéralement isolé des autres. Il est isolé dans sa forteresse de solitude, sa forteresse de glace, quoi. C'est la Reine des Neiges. C'est la Reine des Neiges, mais jouée par Schwarzenegger, quoi. Tu vois, limite. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est bien vu ça. Donc, en plus, c'est cohérent. C'est ça, c'est la Reine des Neiges jouée par Schwarzenegger. C'est ça. Mais je l'aime bien. Moi, je l'aime bien son personnage. Tu sais, pour le coup, moi, je l'aime bien choisi dans ce film. Je crois que c'est le plus convaincant de tous. Laissez-moi briser la glace. Mon nom est Freeze. Retenez-le bien, parce que je glace le sang et refroidis les humains. Uma Thurman aussi, c'est vrai. Elle se donne. Et moi, j'aime bien le personnage de Mr. Freeze, son arc à lui, tu vois. C'est pas un evil guy, tu vois. C'est pas un méchant pur. Et le mec, il fait ça pour sauver sa femme, quoi. Et j'aime l'aspect, à la fin, le côté rédemption. Ouais. Tu vois, parce que Bruce Wayne lui dit, écoute, je vais t'installer dans un labo, je vais te financer, tu pourras trouver un remède pour ta femme. Je ferai transférer votre femme au labo d'Arkham. Vous pourrez y continuer vos recherches. C'est quoi, je me suis dit exactement la même chose en le revoyant, c'est-à-dire que la fin, alors, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sauvé, et même ce pauvre Alfred qui était sur le point. Le pauvre, il est malade en plus, Alfred, le pauvre. Ouais, mais en fait, ça pourrait être l'ultime pièce à conviction à charge contre le film, mais je trouve même pas en fait. Même pas. Non, mais même non. pas.
t'as envie que tout le monde se sente bien, en fait, là-dedans. Ouais, tu vois. c'est ça, c'est un C'est feel un truc de good. ouf. Ah, mais grave. C'est un cool movie. Pour filer la énième métaphore Le sur la fort, c'est glace, ça. Ouais. c'est un cool movie. Et alors, il y a de la cinéphilie dans Batman et Robin. Et oui, les Mais amis, complètement, il mais y a du complètement. cinéma, Mais carrément. parce que cette très jolie scène où Uma Thurman est déguisée en gorille et se déshabille est un hommage direct à Marlène Dietrich. D'accord. Joel Schumacher est un grand fan de Marlène Dietrich. Et c'est vrai que 25 ans après, je parlais de l'avance sur son temps en début du show. Alors, je ne suis pas devin, je ne suis pas un mage, mais j'ai l'impression que ce film serait sorti aujourd'hui. Il n'aurait pas eu le même accueil, tu vois. Non, c'est vrai. Et d'une certaine mesure, il est un peu dans la tendance des Suicide Squad, de James Gunn, des Gardiens de la Galaxie. Il est un peu sur ce ton-là d'irrévérence. C'est vrai, c'est vrai. Et qui correspond aujourd'hui totalement à l'époque, tu vois, d'aujourd'hui. Son défaut, c'est qu'il l'a fait avec une icône sacro-sainte. Il a fait ça avec Batman. C'est ça. Mais je trouve que ce ton-là, on le retrouve aujourd'hui dans les films qu'on vient d'évoquer là. Ouais, après, bon, tous les films sont en avance sur leur temps malgré eux. C'est-à-dire que je pense qu'un film de toute façon qui cherche à être avant-gardiste réussit surtout à être rétrograde sur la durée, quoi, tu vois. Donc voilà. Oui, mais Batman et Robin, en fait, je pense t'as l'impression qu'il n'y a personne qui sait vraiment ce qu'il fait là-dedans. Ouais, c'est ça qui est gênant. En fait, tu vois il maîtrise. En fait, t'as l'impression juste que c'est comme si tu avais un mec qui essayait de faire de l'eau chaude et qui tournait le robinet dans le mauvais sens, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Qui mérite d'être réévalué non pas pour ses qualités intrinsèques, mais pour la place qu'il occupe dans notre historiographie pop. En fait. C'est ça, et sa sincérité. En fait, c'est un film qui est éminemment sincère. En fait, c'est la vision d'un auteur qui a dû composer lui. Peut-être que Joel Schumacher, il a peut-être plus l'habitude de composer avec des exécutifs, des sponsors, etc. Mais c'est un monsieur qui a imposé sa vision au-delà de tous les obstacles, comme Tim Burton l'a fait avec Batman Returns. Et pour moi, voilà, ces deux films ont ça en commun. C'est la cristallisation de la vision définitive d'un auteur. C'est ça. Et comme tu dis, la différence entre Tim Burton et Batman Returns, ce qui est génial, c'est la contradiction absolue que Burton cherche avec le cahier des charges du studio, les attentes commerciales et marketing que tu peux avoir là-dessus. Jusqu'où il peut pousser le bouchon dans la machine, en fait. Jusqu'où, en étant dans la machine, il peut pousser la contradiction. Là, Schumacher, pour le coup, c'est la force exactement inverse. Oui, exactement, parce que, comme tu le dis très bien, ce sont deux films pour lesquels la logique hollywoodienne s'est retournée contre les studios eux-mêmes. Oui, c'est vrai, complètement. Mais je pense que dans le premier cas, tu as un film que le studio n'aime pas, et dans le deuxième cas, tu as un film que les gens n'aiment pas, en fait. C'est vrai, oui, exactement. Tout à fait, absolument. Et en fait, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que tu devrais avoir Batman le défi et Batman et Robin côte à côte sur la même étagère, parce que c'est deux forces antagonistes qui, quelque part, ont mordu la main qui les nourrissait. Exactement. Voilà, les amis. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous resté de glace devant cette vidéo? Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, si on vous a touché vos chakras, élevez vos chakras avec nous en promouvant cette vidéo. La nuit tombe. Exactement. On se retrouve bientôt. Salut les amis. I'm Mr. White Christmas. I'm Mr. Snow. I'm Mr. Icicle. I'm Mr. Ten Below. Friends call me Snow Miser. Whatever I touch turns to snow in my clutch. I'm too much. He's Mr. White Christmas. He's Mr.